encore aux deux intervenants qui, tout en nous proposant des choses dans des domaines qui n'ont rien à voir, il faut bien le dire, nous ont proposé des questions, nous ont suscité des questionnements, je crois, extrêmement intéressants. Et je note, je crois, 2 points de convergence sur lesquels j'aimerais peut-être que la discussion porte, et je soulèverai quelques questions à ce propos. Tout d'abord, je constate que, et Gabriela Pastorel l'a mis directement en évidence tout à l'heure, je constate l'intérêt qu'il y a pour nous à se pencher sur le phénomène de la traduction, que on n'a peut-être pas toujours mis suffisamment au centre de certains projets du LabEx, mais dont on saisit ici toute l'importance. La traduction met en jeu, je crois, ici, des compétences linguistiques, c'est très net dans le cas de notre traducteur, des techniques propres à l'acte de traduction, et dans le cas de ces traductions juridiques, un savoir juridique. Et c'est cet ensemble qui permet de produire une traduction. Des enjeux d'ailleurs qui ne sont pas totalement étrangers à ce que vous avez présenté avec la musique. Il s'agit bien aussi de traduire d'un langage à un autre, ici dans le langage écrit vers un langage musical, auditif, ou inversement d'ailleurs plutôt. Et ces questions-là mettent en jeu, ce processus met en jeu des techniques et des compétences qu'il faut entrelacer, dont l'étude me paraissent essentielles. Traduction et commentaire, d'ailleurs, peuvent se confondre, et cette question du commentaire est au centre un petit peu de certaines réflexions du LabEx. Vous l'avez bien montré avec cette capacité qu'a le traducteur du livre de justice et de Play à gloser, parfois, davantage qu'à traduire. Je voudrais d'ailleurs, sur ce point, revenir un petit peu sur une question plus ponctuelle, qui est celle de la pratique du calque que vous avez évoqué. Donc, vous êtes ici en présence d'un traducteur qui choisit de se démarquer assez largement du latin, qui ne forge pas de néologisme. Est-ce que tout de même on en trouve un petit peu? Et puis, est-ce que surtout, au-delà de ça, il possède justement les compétences nécessaires à cette traduction? Les exemples que vous nous avez proposés sont plutôt réussis. On a l'impression effectivement d'un résultat tout à fait honorable. Est-ce que néanmoins il y a des erreurs de compréhension dans sa traduction? Ça, j'aimerais bien que vous puissiez y revenir. Et puis, si vous me permettez un petit peu ce déplacement de sens, je crois que le travail d'édition lui-même est aussi un travail de traduction. Un travail, peut-être, pour reprendre un terme employé volontiers par les traducteurs du Moyen-Âge, un travail de translation, d'une certaine manière. Il s'agit de transposer un texte, ou aussi une musique, d'un état à un autre, en mettant en jeu compétences linguistiques, paléographiques, des techniques ecdotiques, plus ou moins normées, bien normées dans le cas de la philologie classique, peut-être nettement moins dans le cas des partitions, et puis un savoir sur les textes édités, un savoir qui est indispensable pour que l'édition soit une réelle édition, qu'elle donne à comprendre, à lire ce que l'on souhaite, et qu'elle ne reste pas une simple transcription superficielle. Et en ce sens, je crois que la réflexion, le retour réflexif que nous avons ici sur notre propre travail ecdotique me paraît tout à fait précieux. Et je crois en particulier que ce que vous évoquiez autour des partitions me semble poser des questions philologiques que la philologie classique a traitées de longue date, depuis le XIXe siècle, mais n'a pas toujours résolues. Et je crois que vous remettez en avant des questions importantes. La question de lourd texte, déjà évoquée ce matin dans la première partie de cette matinée. Est-ce que la recherche d'un texte original a toujours un sens? Ça pose aussi la question de la réception, revenir à retranscrire strictement ce qui a été inscrit par le compositeur est certes judicieux, mais ne signifie pas nécessairement que c'est l'interprétation musicale qu'il en donne. Et vous le montrez, je trouve, de façon très signifiante dans cet exemple. Cela pose aussi la question de la lisibilité de ce que nous produisons comme édition.
et donc de la porte d'information que constitue toujours une édition. Dans le cas des partitions, cette perte de sens, elle peut être très forte. On l'avait évoqué aussi ce matin à propos des diagrammes. Et comment sommes-nous capables, finalement, de parer à cette perte de sens ? Vous évoquiez une réponse assez naturelle, spontanée, qui est celle du facsimilé, dont je ne suis pas certain qu'elle soit toujours une réponse judicieuse. C'est aussi un abandon par certains côtés. On se cache, on se réfugie derrière le manuscrit, qui finalement devient inéditable. C'est une solution qui est sans doute, qui fait montre de prudence, mais aussi peut-être d'un certain manque de courage. Éditer, c'est choisir, c'est trancher, c'est donner sa propre interprétation, tout en étant conscient que c'est une interprétation. Et sur ce point, on peut rester un peu déçu peut-être, mais je ne sais pas si vous évoquerez s'il y a d'autres perspectives, que les perspectives dans ce domaine de l'édition musicale restent aussi, je dirais peut-être confinées. On attendrait peut-être des solutions plus innovantes. Et puis, en dernier lieu, pour finir sur une question et une remarque un petit peu plus pratique, vous avez évoqué, vous nous avez montré en avant-première l'édition électronique du livre de justice et de plaies que vous avez réalisé. Et, on ne peut que vous remercier pour ce travail. Et l'évidence, je crois, de l'utilité d'une édition électronique me paraît certaine. C'est avec une édition électronique que l'on pourra confronter ce texte, la traduction au texte source latin, que l'on pourra confronter, aligner différentes traductions. Mais je voulais savoir, dans un premier temps, est-ce qu'il y a eu un travail spécifique fait sur le vocabulaire au moment de l'encodage du texte pour l'édition qui faciliterait ce travail sur le lexique juridique qui est au centre de vos réflexions et qui est effectivement un élément essentiel sur la compréhension de la constitution d'une langue juridique en vernaculaire, ici en ancien français. J'en reste là pour l'instant. Je vous cède peut-être la parole et nous ferons un lot de réponses dans un deuxième temps. Si vous me permettez juste de dire deux choses qui sont peut-être très générales et donc un peu banales. Moi, je suis, frappé par l'interrogation du pourquoi publier, dans la mesure où je dirais que la question de pourquoi publier, elle se pose dès que la question est complétée par pourquoi publier ceci plutôt qu'autre chose, n'est-ce pas ? Parce que dans la démarche de recherche en général, le pourquoi publier, c'est parce qu'on en a besoin de manière générale. Et même s'il y a eu certains historiens qui ont avancé, par exemple dans le domaine de la musique, que sur tel ou tel événement, on avait trop de sources, je pense que c'était soit une boutade, soit une aberration. Disons qu'idéalement, on tend vers un projet qui est bien celui de mettre toutes les sources à disposition de tout le monde et sous toutes ses formes, y compris des formes intermédiaires lorsqu'il s'agit de textes qui ont une longue histoire de réédition et de commentaires successifs. Ça, c'est ma première remarque générale. La deuxième remarque générale, c'est que nous sommes à l'évidence dans un moment de transition à cause de ce fameux virage numérique et que donc tout ce que nous disons aujourd'hui est peut-être destiné à être obsolète, excusez-moi, d'ici 5, 6, 7 ans. Et que c'est une chance en même temps d'être là pour parler de ceci dans ce moment de transition, puisque si jamais on arrive à une stabilisation des usages, en tout cas dans la mesure où les éditions papier l'ont été pendant un certain temps. Alors ce moment de discussion qui nous rassemble va être en soi un moment intéressant à observer. Je ne dis pas qu'on travaille pour l'histoire, mais enfin il me semble qu'il y a là des formes instables de savoir-faire qu'il est tout à fait intéressant de saisir en tant que tel. Et donc j'ai été, pour en venir à l'exposé de Cyril Lachaise, j'ai été très impressionné, comme tout le monde je crois ici dans cette salle, par cette double compétence qu'il a de montrer une érudition philologique et un travail extrêmement précis sur des sources, sur des textes, sur des images, et en même temps prendre son violon et nous en donner immédiatement une traduction sonore. Et je dirais que cette figure, cette performance que vous nous avez proposée est un peu le résultat d'une histoire à laquelle vous avez fait allusion. C'est ce fameux mouvement des baroqueux. Donc c'est la figure de l'interprète savant qui est transitoire et qui va durer, je l'espère, pendant très longtemps, mais qui est en soi
une figure historiquement marquée que vous avez brillamment, performée, comme on dirait. Alors, cette figure, elle est essentielle pour tout ce qui a été la pratique du répertoire qui vous intéresse. Elle est toujours indispensable. Je crois qu'on ne peut pas continuer à envisager une pratique de performance d'une période comme par exemple le 16e, 17e, 18e siècle, sans qu'il y ait des gens comme vous capables de faire un peu ce que vous avez fait. Je voudrais en même temps rappeler, c'est peut-être... je ne veux pas être pessimiste, mais à quel point c'est difficile d'arriver à stabiliser ce type de compétences que vous cumulez. Et si vous me permettez, sans vous froisser, vous êtes une sorte d'oiseau rare, ou en tout cas, c'est quelque chose qui est très particulier et qui montre justement par cette difficulté à se produire, la difficulté même de votre projet, qui est celle de justement répondre à cette question herméneutique plutôt que philologique de qu'est-ce que c'est que retravailler un texte de jadis avec une perspective qui est aujourd'hui contemporaine, tout en essayant d'être fidèle à tout ce qu'on a appris depuis l'invention de l'ourtexte, en matière de, appelons ça la fidélité, comme on disait à l'époque. Et une chose que je voudrais dire en passant, c'est que vous avez pointé les failles des exemples des urtextes, par exemple dans le cas de Bach, comme pour rappeler à quel point l'idée de l'urtext a été à la fois une utopie qui a mal fonctionné ou qui a fonctionné de manière défaillante à des tas d'égards, et dont en principe, si on a bien suivi votre raisonnement, on arriverait à vraiment accomplir, en tout cas dans des formes acceptables, seulement maintenant, enfin dans les 30 dernières années, admettons que ça soit le cas, même si en même temps le mouvement ne s'arrêtera pas là non plus. Alors, pour un peu contribuer à la discussion, deux remarques, et toujours pour insister sur cette thématique du moment transitoire. Alors, je voulais vous titiller peut-être amicalement quand vous avez parlé d'une partition de Wagner comme un exemple d'une pratique actuelle. Le Ring a été créé il y a 139 ans, si je fais bien mes calculs. Donc oui, certes, ça appartient encore aujourd'hui à la manière de faire des orchestres quand ils jouent du Wagner. En même temps, en 140 ans, 150 ans bientôt, on n'en est pas exactement là, vous le savez aussi bien que moi. Donc la stabilisation de la forme partition à la fin du 19e siècle, elle est en train de vaciller de différentes manières, et votre performance, encore une fois, est une manière de le montrer, parce qu'on pourrait avoir l'équivalent d'un savant qui travaillerait sur Wagner dans des conditions comparables, qui nous ferait une démonstration comparable, peut-être pas aussi spectaculaire dans ce qui relève des écarts, puisque plus on va vers les temps anciens, moins on a de précision sur comment articuler vos 4 fameux paramètres musicaux. Mais enfin, la chose pourrait se faire là aussi. Et donc là, je voudrais finir un peu ce petit commentaire par une question. C'est que justement, puisqu'on n'est plus à l'époque de Wagner, mais qu'on nage dans une sorte de frénésie d'innovation dans le domaine du numérique, vous savez qu'il y a donc en ce moment une explosion des propositions d'outils informatiques pour travailler, pas seulement et même pas principalement sur les partitions, mais surtout sur les enregistrements. C'est comme s'il y avait chez les musicologues une redécouverte du son, ça a l'air d'être une évidence, et même c'est bête. C'est un fait que pendant très longtemps, la musicologie, et surtout la musicologie savante, a fonctionné sur l'écrit, c'est-à-dire sur le visuel, et que bien qu'on ait toujours su que bien sûr il y avait une vie de concert et qu'il y avait du son et qu'il fallait écouter les choses avant de dire des choses, la primauté du visuel a été une marque disciplinaire extrêmement puissante, et c'est par les Popular Music Studies, c'est par les gens qui se sont intéressés à d'autres répertoires qu'on a quand même un peu ouvert le jeu, et aujourd'hui on est vraiment dans un autre moment de l'histoire de la musicologie pour dire oui, la partition c'est essentiel, il faut les étudier. Mais ça n'est, comme disait Maurice Halbach, qu'un système de commandement, une série de commandements, c'est-à-dire d'injonctions pour la pratique. Bon, on peut aussi les considérer en tant qu'objet, mais bien sûr, si on s'intéresse à la pratique sonore comme quelque chose qui relève de l'ouïe, c'est jamais que cette série de commandements, donc il faut passer par le son. Et donc la question que je voulais vous poser, puisque je sais que dans le champ des gens qui travaillent sur la musique populaire, il y a beaucoup de manières de faire des logiciels d'analyse du son qui passent par des analyses spectrales, qui passent par une
une identification des mêmes paramètres qui sont constitutifs du son et qui passe aussi par des techniques de transcription, puisque la partition, ce n'est pas un outil que les musiciens populaires utilisent de manière aussi systématique que les musiciens qui sont dans la tradition savante, mais ils savent aussi souvent lire la musique, et c'est certainement une manière utile de transmettre un savoir que de le noter. Donc, est-ce que vous pourriez un peu faire le point sur où en est-on dans le champ de la musique baroque ou de la musique du XVIIe siècle prolongée jusqu'à l'époque classique, et même au-delà, dans le développement d'outils qui permettent de faire ce que vous avez montré, mais sans vos compétences. C'est pas pour vous souhaiter de ne pas avoir de descendance, au contraire, je pense que ça sera essentiel. Mais disons, la généralisation de ce type de savoir et de ce type de réflexion va sûrement, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, s'appuyer sur des outils de numérisation dont on est vraiment au début. Et donc, c'est encore une fois pour dire que d'ici 10 ans, le panorama sera sans doute assez différent. Alors, si j'ai bien compris votre première question, qui portait plutôt sur les calques, j'ai en effet constaté que dans la traduction dont je me suis occupée, le traducteur n'utilise pas beaucoup de calques. Ce n'est pas le seul traducteur qui travaille de cette manière-là au XIIIe siècle. En effet, de manière plus générale, je constatais qu'il s'agit d'une tendance des premiers traducteurs des textes juridiques, c'est-à-dire le fait d'employer un langage commun, des outils qui étaient compréhensibles et qui était bien compris par tous, afin d'expliquer des réalités, des concepts qui, eux, n'étaient absolument pas courants. Donc, c'est-à-dire le savoir juridique de l'époque romaine transposé au XIIIe siècle. Alors, est-ce que il s'agit d'un travail réussi ou pas? Est-ce que, c'est-à-dire, ces traductions sont capables d'exprimer exactement ce qui était le savoir juridique de l'Antiquité. Alors, il s'agit, à mon avis, d'un travail qui est absolument réussi pour leur époque, c'est-à-dire que le but de ce premier traducteur était d'introduire un savoir nouveau de manière compréhensible, ce qui détermine donc l'usage d'un langage compréhensible par tous. Il s'agit d'un travail intéressant pour nous, car il nous permet de saisir celles qui étaient pour l'époque des correspondances directes que ces traducteurs pouvaient établir entre des concepts, entre des charges administratives, entre des procédures qui avaient évidemment beaucoup changé entre l'époque de Justinien et le XIIIe siècle. Donc je pense que il s'agit d'un travail réussi et qu'il s'agit aussi d'un effort intellectuel assez intéressant qu'on pourrait nous aussi essayer de faire aujourd'hui en prenant un petit morceau du geste et en essayant de le traduire sans utiliser aucun latinisme. Donc en utilisant le lexique français du XIIe siècle ou simplement en s'épassant de tous les latinismes qu'on utilise aujourd'hui dans le langage juridique courant. Quant à l'autre question portant plutôt sur l'édition électronique, donc pour l'instant, au niveau du travail d'encodage, je me suis limitée à un encodage assez minimal. Donc, si vous avez le temps, je vous montrerai avec plaisir par la suite. Mais j'ai pas encore effectué un encodage pour le lexique juridique en particulier. J'y ai travaillé plutôt du côté de l'édition papier pour réaliser le glossaire. Mais pour l'édition numérique, je privilégie un encodage vraiment minimal qui puisse permettre de repérer d'abord les passages intéressants et de faire des correspondances directes avec le digeste, donc de permettre une comparaison entre le texte latin et la traduction française
française. Je pense qu'un travail d'encodage sur le lexique juridique serait très intéressant. C'est aussi vrai que le texte qui s'affiche actuellement sur le site internet est aussi téléchargeable et on peut l'utiliser dans un concordancier ou dans des autres outils qui permettent des analyses textuelles plus fines. Et donc, il est tout à fait possible de travailler un encodage du lexique juridique. Donc, il y avait 3 questions en gros. La première portait sur les rapports entre lourd texte et l'édition. Lourd texte et facsimilé, plus exactement. À ça, je répondrai en fait par ma propre pratique, alors qui est personnelle, mais quand je suis moi en tant qu'interprète, pas en tant qu'éditeur. Quand j'ai le choix entre une partition lourd texte et un facsimilé que j'arrive à lire, je prends toujours le facsimilé. Pourquoi ? Parce que dans les éditions lourd texte, parfois, il y a quelques erreurs. Et quand j'ai un lourd texte, quand je dois jouer avec un lourd texte, on va dire parce que je suis en orchestre, on m'a donné un lourd texte, et que je peux trouver le facsimilé, je refais tout lourd texte pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur sur lourd texte par rapport au facsimilé. Dans ce cas-là, quand j'arrive à trouver le facsimilé, je vais directement dessus. Ça m'évite ce genre de problème. Évidemment, ça suppose de pouvoir faire intellectuellement ce travail-là. Mais beaucoup de professionnels quand même de la musique ancienne sont capables de le faire et ont tendance à faire ça. Par contre, c'est vrai que pour quelqu'un, disons un étudiant en violon moderne ou un étudiant en musique ancienne qui n'est pas habitué à ce travail, effectivement, c'est un peu un aveu de défaite de publier un facsimilé parce que ça l'avance pas et lui, il lui faudra un lourd texte bien fait. Donc dans ce cas-là, on va dire que c'est... Ce que je recommanderais plus, on va dire, c'est d'améliorer, on va dire, l'édition lourd texte, d'arriver à quelque chose dont on sache, quand on achète un lourd texte, ou quand on trouve un lourd texte qu'il est impeccable, avec absolument tout ce qu'il est nécessaire de savoir. À partir de ce moment-là, je dirais, oui, effectivement, lourd texte reste quand même préférable au facsimilé, c'est plus lisible, c'est plus pratique, etc. Je ne sais pas si ça a répondu... C'est vrai que ça va de soi qu'a priori, une bonne édition est une édition sans faute. Ça, je crois qu'on est tous d'accord sur ça. Et parfois, bon, malheureusement. Et donc, il y avait 2 autres questions. Je fais les 3. D'accord. Et donc, 2 questions qui étaient, premièrement, oui, à propos de Wagner, donc on va dire là c'est romantisme final, voire post-romantisme. Et en fait, cette démarche existe. Très très peu, ça commence tout juste. Alors depuis tout à l'heure, je suis en train de chercher le nom d'un ensemble que je ne trouve pas, donc bref. Il existe des interprétations historiquement informées. Alors de Wagner, je ne sais pas, mais il me semble de Mahler, j'en ai déjà trouvé. Donc en gros, c'est la même époque. Fait avec des instruments d'époque. Je prends le cas du violon pour l'instrument. Sur le violon que j'ai utilisé tout à l'heure, les cordes sont en boyau. Sur un violon actuel, les cordes sont en métal. Nous, on dit acier, c'est des alliages de métaux en gros. La généralisation des cordes en métal ne s'est fait que dans l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire qu'avant, même au tout début du XXe siècle, la plupart des violonistes jouaient sur cordes boyau. Et ça change totalement le son. Là, j'ai pas les 2 violons pour vous montrer, mais ça change complètement. Ce qui fait qu'on peut, même du point de vue de l'instrument, envisager quelque chose d'historiquement informé en violon sur cordes boyau jusque sur du début XXe siècle. D'autre part, ça rejoint un peu l'idée de musique, d'enregistrement d'autres supports. Les enregistrements existent depuis le début du XXe siècle, voire toute fin 19e. Or, on a quelques enregistrements qui subsistent de ces époques-là. Par exemple, sur YouTube, vous pouvez trouver sans trop de problème un enregistrement de je ne sais plus quelle symphonie de Beethoven par le Philharmonique de Berlin, je crois, au tout début du XXe. Alors, juste avant la Première Guerre mondiale. Alors, on entend plus de crachotements que de musique, mais on entend clairement, par exemple, que sur la musique, je vais reprendre le violon. Actuellement, quand on joue Beethoven, on a tendance à ce qu'on appelle faire vibrer. En pratique sur ces violons-là, vibrer c'est ça. Donc la note n'est pas toute droite, mais elle oscille un peu. Généralement, on a tendance à considérer que dans la musique romantique, on vibre. Alors que dans la musique baroque, on ne vibre pas. Dans la musique baroque, c'est assez clair, c'est très peu vibré. Or, on entend sur ces premiers enregistrements de Wagner, donc par Beethoven, par Philharmonique de Berlin, qui vibre quasiment pas. Et on est au début du XXe siècle, et manifestement, cette pratique a totalement changé. Le fait de vibrer tout le temps semble s'être imposé vers le milieu du XXe, en fait. Donc, on peut tout à fait avoir une pratique historiquement informée pour de la fin 19e et début 20e. C'est quelque chose que personnellement je fais assez peu, parce que c'est pas forcément une période musicale qui m'attire plus que ça, mais c'est quelque chose qui est faisable, légitime, et qui commence à être un peu fait par quelques ensembles et interprètes. D'autre part, l'autre question était pour les logiciels, voilà. Alors pour ça, c'est un peu pratiquer le fait de faire des mesures, on va dire,
j'allais dire physico-chimique, ça c'est la formation d'archéologue, enfin bon, des mesures physiques. C'est un peu pratiqué, mais c'est surtout pour tester des éléments techniques. C'est-à-dire, mettons, les types d'archers. Voilà, les archers ont beaucoup évolué. Il y a eu quelques programmes de recherche dans lesquels on a fait tester un interprète différents types d'archers pour mesurer, pour chaque archer, quelle était la pression mise sur la corde, quelle était la vitesse, quelle était l'intensité du son produit, etc. Autant que je sache, il n'y a pas eu encore d'études sur la musique vraiment ancienne. Le problème étant aussi le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que pour enregistrer quelqu'un qui fasse de la musique ancienne, il faut déjà avoir quelqu'un qui sache jouer de la musique ancienne, donc qui module le son par rapport à ce qu'il croit savoir, etc. C'est un peu un serpent qui se mord la queue. Un élément pour passer cet écueil, mais qui n'est pas forcément évident à mettre en place, c'est qu'il existe un endroit au monde où on joue encore la musique baroque de l'époque d'une manière qui doit vaguement ressembler à ce qu'il était à l'époque, c'est l'Amérique du Sud. Pourquoi ? Parce que les jésuites sont arrivés en Amérique du Sud avec leurs instruments et pour évangéliser les populations qu'ils ont trouvées là-bas dans les missions, leur ont appris à jouer des instruments européens. Les jésuites sont partis au XVIIIe siècle et les populations locales ont continué à produire des instruments et à jouer la même musique. C'est-à-dire qu'en gros, ils avaient compris que c'était à moitié sacré, donc ils continuaient à le refaire. Je simplifie, il y a une thèse qui a été soutenue là-dessus il y a 2 ans, si vous voulez, Lise Antezana. Donc du coup, actuellement, on a toujours ces populations qui ont pris des instruments modernes parce qu'ils ont pris ce qu'ils trouvaient, mais qui continuent à jouer cette musique avec un esprit relativement proche de ce que nous, on a retrouvé en Europe par l'étude des traités. Donc c'est quelque chose qui pourrait être intéressant avec ces populations à essayer de faire. Le problème, c'est que c'est pas forcément évident à faire. Beaucoup n'ont pas forcément un très bon niveau non plus, le niveau des interprètes actuels, mais ça serait éventuellement une piste à creuser. Donc j'espère avoir répondu. Je voudrais simplement vous montrer assez rapidement le résultat de ce travail. Que vous trouvez pour l'instant sur, comme je vous disais, sur un serveur provisoire dans l'attente de définir les derniers détails. Donc, le texte que vous voyez ici est constitue de l'édition intégrale du livre de justice et de paix. Je vous rappelle que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le livre de justice était connu seulement en partie à travers une édition partielle publiée en 1850. Donc, l'idée de cette édition électronique était de saisir, de reprendre le texte dès l'édition de 1850 qui était une édition qui portait presque exclusivement sur la partie du droit coutumier qui est contenue dans le livre de justice et d'intégrer l'édition papier par la nouvelle édition des parties inédites dont notamment les extraits du digeste. Alors en gros les 2 parties sont plus ou moins équivalentes où la partie du digeste est légèrement plus importante par rapport au reste. Donc, il a fallu d'abord trouver la manière d'homogénéiser les 2 éditions. Car la partie éditée par le précédent éditeur, Pierre-Nicolas Répète, était édité selon des critères légèrement différents, dont notamment le fait que parfois il normalise les graphies du manuscrit. Dans son édition, il avait annoncé les titres des sections qui n'a pas finalement édité, et comme ces titres coïncidaient avec les titres que j'allais éditer, il se trouve parfois dans l'édition des petites sections dans lesquelles les 2 titres sont superposés. Donc on signale que le premier est celui qui est dans l'édition ancienne et l'autre est celui que je viens d'éditer, extrait du manuscrit. Pour rendre plus clair le travail des 2 différents éditeurs, on a décidé d'utiliser des couleurs. Donc par exemple, les sections que j'ai éditées s'affichent en bleu. Vous le voyez ici pour le titre et puis pour l'ensemble des paragraphes. Dans mon édition, il y a toujours un petit numéro qui apparaît au début et c'est la référence au livre du digeste. Donc à partir de cette référence et puis aussi des petites références qui sont des petits numéros qui sont à l'intérieur du texte, on peut rapidement comparer le texte de mon édition avec le texte latin. Alors, à la fin de chaque
page, je pense que c'est, voilà, vous retrouvez un apparat critique qui est un apparat minimal, c'est-à-dire que ayant pensé de travailler à la fois à une édition numérique et à une édition papier, je pensais d'utiliser, de garder pour la version numérique seulement un apparat qui signale les corrections au manuscrit et qui ne prend pas en compte tous les commentaires, toutes les notes d'ordre plus linguistique, philologique ou concernant la compréhension du texte. Je préfère en effet réserver cette partie pour une édition papier et rendre d'abord le texte disponible avec toutes les indications des interventions que j'ai fait au texte du manuscrit. Dans la partie initiale, j'ai prévu aussi une petite présentation du texte avec une petite histoire, des points de repère d'ordre historique et philologique, et puis une petite explication du travail qui a été fait pour homogénéiser les deux éditions. Je passe rapidement sur les critères que j'ai adoptés. J'ai essayé de signaler quelles sont un peu les différences entre le texte qui est mis à disposition du lecteur. Comme je vous disais tout à l'heure, il sera possible de télécharger les fichiers qui composent les différents livres du livre de justice, et il sera possible de les traiter à travers des autres logiciels qui permettent des interrogations sur le texte. Encore concernant le lexique juridique, je me suis également rendu compte que, bien que ça m'intéresse beaucoup et que je puisse faire des observations à ce propos, dès que je propose le texte à un historien de droit, il est beaucoup plus sensible par rapport à moi aux questions qui sont proposées par ce type de traduction. Et donc, je pense qu'un travail d'équipe sur ce genre de texte est très important, parce que parfois, on se rend compte que le fait de mettre ensemble une compétence philologique et une compétence juridique sur le même texte peut donner des résultats très intéressants.